des points très essentiels qui doivent être comme des piliers. L'autonomisation et développement local, management et performance des sociétés coopératives au cœur d'un atelier de formation organisé par le docteur Adel Sabine Ilama Mombo avec le soutien du ministre des Transports Ulrich Mafumbi, par ailleurs fils de la localité, sous le thème « L'essor des scoops et des AGR à l'ère de la 5e République ». Ouvrant les travaux, le maire du 1er arrondissement a rappelé la valeur d'une coopérative. Mais mettons-nous dans les têtes que dès qu'on est engagé, c'est d'abord pour nous. La personne qui s'engage à créer la coopérative, le plus souvent se retrouve seule. Et la seule fois que cette personne a une chance de récolter quelque chose, c'est en ce moment que tout le monde apparaît pour dire on avait souffert. L'engagement est collectif. Nous devions savoir ce qu'on veut pour être en groupe. Une coopérative, c'est le groupe. Nous sommes 7. Oui, si on est capable d'aller à 10, tant mieux. Mais l'expérience que nous avons, que les gens ne tiennent pas longtemps leur engagement vis-à-vis de politique, parce que dans nos mentalités, c'est l'argent. Mais l'argent est dans nos mains. L'argent est sur la terre que nous devions exploiter. Plusieurs heures durant, les présidents des coopératives et autres non constitués ont reçu des rudiments nécessaires qui leur permettront d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'importation en créant des activités génératrices de revenus. Dans un souci de partage, mais surtout animé par l'envie d'apporter le sourire aux enfants, pour la plupart issus des familles précaires, la conceptrice de l'ONG Le Cœur d'une Mère, avec le concours de la première dame du Gabon, Zita Oligingema, a remis des cadeaux et des kits scolaires au quartier né à Franceville, ainsi qu'au village Djoutou dans le département de l'Ibombilio. C'est vous l'avenir de demain. Il faudrait qu'on pense aussi souvent à vous transmettre le flambeau, mais il faut aussi qu'on vous montre la solidarité. Vous devez apprendre à partager entre vous, les enfants. Aujourd'hui, si je viens vers vous, c'est parce que la première dame, Madame Zita Oligingema, m'a soutenue. Parce que je suis allée dans plusieurs villages. Et c'est grâce à son soutien que je suis devant vous aujourd'hui. Un geste inespéré pour ces enfants qui n'en avaient pas eu à la Noël et qui vient soulager les parents des bénéficiaires. Mais vraiment, c'est un geste qui nous touche vraiment au cœur. Et pour ça, on va remercier Maman Zita et Madame Lisette. Dans les deux circonscriptions, les élus locaux ont remercié les organisatrices de cette opération en faveur de tout petit. L'acte que vous posez en ce jour marque la volonté de votre association à donner du bonheur en faveur de la jeunesse de Yéné, un vrai élan de solidarité. Vraiment, merci de tout cœur. Merci encore à la première dame qui vous accompagne. Et c'est tout le regroupement du village qui vous dit merci. Touchant le milieu jeune et les personnes âgées, les actions du concept Le Cœur d'une Mère sont appelées à s'étendre à d'autres localités à travers le pays. Jean-Benoît Bekal, gouverneur du Moyen-Goué, portait la tête de cette commission provinciale du recensement général de la population et du logement. À sa suite, une pléiade d'autres personnalités issues des secteurs aussi variés. Cette commission aura pour mission de coordonner, superviser et assurer le bon déroulement du dénombrement sur l'étendue de la province. Un redémarrage quand on sait que la phase de 2023 n'a pas atteint tous ses objectifs. Votre installation en qualité de président de la commission provinciale du recensement marque une étape déterminante pour la reprise opérationnelle de cette opération sur l'ensemble du territoire. Une étape déterminante, dira le conseiller diplomatique du ministère de la Planification, et une ambition forte du gouvernement de se doter des données et outils fiables pour assurer son développement. Au nom de Madame le ministre, je vous invite donc à vous appuyer sur l'ensemble des administrations concernées dans le strict respect des textes en vigueur. En tant qu'acteur du processus de collecte, il sera question de mouiller le maillot, comme on dit, faire preuve d'un sens élevé et aigu du devoir, car il en va de l'image du pays. Une seule erreur peut susciter un chambardement. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un pilotage exemplaire et responsable dans le strict respect des directives nationales. Il est prévu des séances de formation avant les phases opérationnelles de terrain, d'enquête et de collecte.
Sous l'impulsion du maire de la commune de Mwanda, les Beaumois estimés pédox, une vaste opération de démolition, déconstruction anarchique empiétant sur l'espace public a été lancée. Initiative qui vise à restaurer l'ordre urbain. Au niveau de la mairie, organiser des rencontres pour sensibiliser les populations sur le fait que la route doit passer et que si la route passe, mais les gens qui ont occupé le domaine public de manière anarchique devaient partir. C'est ce qui a été fait. Les populations ont libéré, parce qu'ici on avait les kiosques, les bistrots. Lancée dans le quartier Bangombe, dans le 2e arrondissement, cette initiative se poursuivra dans d'autres quartiers, pour le bonheur des riverains. Je suis ravi de ce projet. Depuis fort longtemps, ça fait plus de 20 ans que nous avons plaidé pour cette route. Nous sommes battus. Et bien sûr, notre municipalité, à travers le cœur de M. le maire, de nous avoir aidés dans ce sens-là. Donc vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que ça fait des mécontents, mais la route c'est pour tout le monde. Cette opération va se dérouler, on va dire, sur toute l'étendue de la commune de Mwanda. L'objectif, ça va être de libérer tous les espaces publics qui sont occupés aujourd'hui de manière anarchique. Notons que cette démarche s'inscrit dans une politique plus large de restructuration urbaine que la nouvelle équipe municipale entend mener pour faire face aux défis de son développement. Cet événement a revêtu une signification particulière marquant la première journée du lever du drapeau de l'année 2026, en présence du préfet du département de l'Ampassa, Raphaël Obali, ainsi que des responsables des différentes administrations publiques, parapubliques et agents exerçant à la préfecture de l'Ampassa. Le drapeau gabonais a été hissé au son de l'hymne national, symbolisant l'unité et la fierté. L'assistance à l'exercice de lever des couleurs nous incombe. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'on vous tire alors que la citoyenneté, c'est cela. Non, ça doit sonner en nous. N'attendez pas qu'on vous appelle. Est-ce qu'on n'est pas fier de dire « je suis Gabonais » ou « Gabonaise » ? Et nous avons ces devoirs face à la patrie qui nous donne tout. Alors, mesdames, messieurs, autant que vous êtes, soyons à la première heure. Dieu nous a fait grâce de voir cette nouvelle année. Montrons des nouvelles qualités. Faisons davantage d'efforts et montrons de la volonté. L'événement n'était pas seulement symbolique pour nous, il était également empreint d'un sentiment d'appartenance collective et de responsabilité citoyenne. On renchérit quelques responsables d'administration de retour des fêtes de fin d'année. Monsieur le préfet l'a si bien dit, en tant que première autorité de notre bâtiment, il a essayé de rappeler les administrés alors. Sachant que c'est la patrie, nous sommes des citoyens et nous devons être fidèles. La cérémonie de levée du drapeau, instaurée le 20 novembre 2023, vise à renforcer l'engagement des agents publics envers les valeurs républicaines et le respect des symboles nationaux. Le mercredi 22 octobre, le fils de cette dame, qui requiert l'anonymat, est interpellé par des policiers alors qu'il se rend sur son lieu de travail à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Selon sa famille, il était à moto lorsqu'il a été arrêté, traîné au sol, battu, puis emmené vers une destination inconnue. J'ai fait le tour de tous les commissariats, de la police judiciaire et des brigades de la gendarmerie de la ville. Je n'ai retrouvé mon fils nulle part. Le lendemain, un homme en tenue que je connaissais dans le quartier m'a informé que mon fils avait déjà été déféré à la prison. Je suis alors allé lui préparer à manger et le lui apporter. Il est finalement libéré 40 jours après son arrestation, après des tractations entre la famille, les avocats et les autorités judiciaires. Mais plusieurs de ces anciens codétenus restent, eux, incarcérés à la prison centrale de Maroua. Aujourd'hui, sa mère interpelle les autorités camerounaises sur le sort de ces détenus. Certains ont peut-être commis des fautes, mais beaucoup n'ont rien fait. Nous implorons Dieu qu'il libère nos enfants, c'est tout. Adja Awa réclame également la libération de son fils, Amadou Younoussa, 22 ans, arrêté dans le contexte de la crise post-électorale. Envoyé faire des courses au marché, il a été interpellé par des policiers avant d'être conduit à la prison de Maroua, où il est toujours détenu. Il n'a jamais manifesté, il n'a rien cassé. C'est un garçon calme, connu pour son sérieux. Il allait simplement au marché, à pied. Aujourd'hui, il est malade, en prison. Il se lève à peine, certaines parties de son corps ont gonflé. Qu'on le libère.
Le mouvement Défense citoyenne, qui mobilise 149 avocats dans cette région, a mis en place un dispositif d'accompagnement juridique pour les personnes interpellées. Maître Alioum Oumarou se bat pour que les détenus bénéficient de procédures équitables. Il décrit un schéma d'intimidation ciblée, visant selon lui à décourager toute forme de contestation. Nous avons enfin fait des plaidoyers pour permettre de dénoncer non seulement les abus constatés sur le terrain, mais également solliciter la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement. Contactés, les autorités camerounaises n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Selon le ministère de l'administration territoriale, 1985 personnes ont été interpellées dans le cadre de la crise post-électorale. 615 ont été libérés sous caution, tandis que 963 sont toujours en détention. L'émotion des familles est immense. Devant les cercueils, parés du drapeau congolais, de nombreux proches endeuillés. Toutes les victimes seraient originaires de la localité de Massissi Centre, dans la région du Nord Kivu. C'est là-bas que le 2 janvier, une puissante explosion a retenti. Plusieurs maisons ont été touchées, à proximité du bureau de l'administrateur, faisant des morts et des dizaines de blessés. Je suis venu aux obsèques de ma sœur. Elle était partie pour Massissi, où se trouvent mes parents. Et en l'espace de 3 jours, nous avons appris la nouvelle de sa mort. Elle n'était pas sur la ligne de front, elle était dans la maison qui a été bombardée. Et c'est les éclats qui l'ont tuée. Tout ce que nous demandons, c'est que la justice soit faite. Les circonstances du bombardement restent obscures. Certaines sources évoquent une frappe de drone sans être en mesure de désigner l'auteur. Selon la FCM 23, il n'y a pas de doute, l'armée congolaise est responsable de la frappe. Corneille Nangaa, le coordonnateur de la rébellion, accuse directement le président congolais. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Des accusations qui ne reposent à ce stade sur aucune preuve établie. Kinshasa, de son côté, affirme ne pas être impliqué et renvoie la responsabilité vers le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Les Congolais ont manifesté il y a quelques jours à Goma. Ils ont dénoncé des arrestations, des enlèvements et des tueries. Alors, c'est les mêmes morts de Goma qu'on nous brandit aujourd'hui comme étant victimes massacrées par les FARDC. L'armée congolaise est là pour protéger les Congolais. Les Rwandais qui sont chez nous tuent les Congolais et massacrent les Congolais chaque jour. La MONUSCO a fermement condamné l'attaque. Elle a appelé l'ensemble des parties à une vérification indépendante des faits et à l'établissement des responsabilités dans ce drame.